En se basant sur les tribus encore aujourd'hui isolées, on a pu découvrir que les premières mélodies créées par l'homme étaient produites avec la voix ou le corps. Chanter et frapper des mains et des pieds était une bonne façon de créer de la musique sans instrument. Ils pouvaient aussi utiliser tout ce qui les entourait, comme du bois ou de la pierre. Dans la grotte de Hohlfels, en Allemagne, des chercheurs ont découvert des fragments de flûte en os de vautour. Grâce à la méthode du carbone 14, on a pu dater la flûte à plus de 35 000 ans, ce qui fait d'elle l'instrument le plus vieux. Les flûtes étaient sculptées dans des morceaux d'os crus et étaient le seul instrument qui permettait de jouer plusieurs notes. Plusieurs autres instruments ont ensuite été découverts, comme le rond, une pièce de bois allongée auquel on y ajoutait une corde. Il suffisait de le faire tournoyer en l'air pour produire du son. Les racleurs étaient des artefacts souvent de formes différentes. C'étaient des morceaux de bois et d'os taillés sur lesquels on frottait avec une petite baguette de bois. D'autres instruments, comme les sifflets, étaient plutôt utilisés pour la chasse, pour communiquer et comme appel. Ils étaient fabriqués avec des os que l'on trouait. Le son qui sortait de l'instrument était aigu et puissant. En revanche, il n'était pas considéré comme un instrument de musique à proprement parler, car rien ne prouve qu'il pouvait créer des mélodies. Le petit sorcier est l'une des figures les plus souvent utilisées pour montrer la musique pendant la préhistoire. Il est représenté en train de danser et en tenant une sorte de flûte à nez. Or, certains pensent plutôt que le sorcier ressemble plus à un chasseur marchant à quatre pattes, ce qui fait que nous sommes plus ou moins sûrs de la vraie signification de ce dessin. Si l'Égypte et Rome n'ont laissé pratiquement aucune trace et aucune partition de leur musique, la Grèce et la Mésopotamie ont bien fait le contraire. La Grèce a non seulement laissé un corpus de musique noté, mais aussi une description de la théorie et de la notation, ainsi que la table d'Alypius qui permet la conversion du solfège ancien vers le nôtre. On sous-estime souvent l'importance de la musique dans les civilisations grecques. Les Grecs sont avant tout, pour nous, des poètes, des philosophes, des mathématiciens, des architectes et des sculpteurs. Mais on ne pense jamais à la musique. Pourtant, ils étaient d'abord musiciens. Leur éducation et leur culture étaient beaucoup plus artistiques que scientifiques, et leur art musical avant d'être littéraire et plastique. Les jeunes citoyens athéniens devaient même obligatoirement suivre des cours de musique. En Grèce, on pouvait reconnaître un homme libre en fonction de sa formation musicale. Platon a écrit dans ses lois que l'âge raisonnable pour commencer l'apprentissage de la musique est de 13 ans. Les jeunes devaient apprendre à jouer de la lyre auprès de leur maître de musique. La musique était tellement bien vue qu'une personne n'ayant aucune connaissance en musique était considérée comme ignorante. L'enseignement de la musique était surtout pour instruire les jeunes afin qu'ils connaissent les bases et non pas pour former de grands musiciens. Aristote a même prohibé l'apprentissage de la cithare, qui est un instrument professionnel. Beaucoup de vases grecs montrent des élèves assis devant leur professeur et s'efforçant à l'imiter. Ceux qui étaient destinés à une carrière musicale, au contraire, avaient un enseignement de la musique très différent. Ceux-ci étaient formés afin d'être des artistes de concerts, de fêtes, de cérémonies religieuses, etc. Or, l'apprentissage professionnel était laissé à l'initiative personnelle, puisqu'il n'y avait pas de conservatoire à l'époque. Le métier se transmettait donc de père en fils. Si les parents n'étaient pas dans le domaine de la musique, les jeunes pouvaient s'adresser à un maître reconnu. Il fallait cependant avoir les moyens. Pour la Mésopotamie, il n'y a qu'une seule source qui nous permet d'accéder à ses compositions. Par contre, on peut retrouver sa théorie musicale gravée dans des tablettes d'argile en écriture cunéiforme. La terminologie se trouve en Babylonie, en Assyrie ou dans la cité d'Ugarit. Cette ville est justement particulièrement importante car c'est à cet endroit qu'a été découverte une trentaine de partitions connues qui proviennent des fouilles qui ont commencé en l'an 1928 et qui se sont poursuivies sur des décennies. Ces partitions sont des tablettes divisées en 3 parties. Les paroles du chant, les indications musicales et les noms du mode et du scribe. Dans l'Antiquité, il existait des associations de plaisir qui organisaient des fêtes. Les spectacles prenaient donc place dans le cadre de différentes festivités. Des banquets, des fêtes de village profanes ou religieuses, et même des fêtes de famille pouvaient être organisées et nécessiter de l'ambiance musicale. L'accompagnement musical était obligatoirement requis pendant toutes les cérémonies culturelles. On a découvert de vieux papyrus où était inscrite une partition de musique.
Grâce à des chercheurs et des traducteurs, on a pu retranscrire la partition afin que les notes et les mots soient plus clairs. Pour pouvoir créer de la musique grecque et romaine antique, il faut une pierre de Rosette. Sur cette pierre sont inscrites des tables de notions musicales. Les notes grecques sont inscrites, suivies de la description des signes. Il y a donc 2 séries de signes, une pour la voix et une autre pour les instruments. La société médiévale a été très marquée par le christianisme. La musique n'était donc pas jouée face à un public en concert, mais était surtout destinée à chanter des louanges de Dieu pendant l'office. Le rôle principal des moines était justement de célébrer celui-ci en chantant et en priant dans les monastères. Afin que les chants montent encore plus vite au ciel, ceux-ci étaient chantés par des chantres. C'est Pythagore qui a découvert pour la première fois les intervalles musicaux. En entendant les mélodies émises par des marteaux, il décida de les peser pour découvrir les causes. Les marteaux pesaient 6, 8, 9 et 12 livres. Lorsqu'il frappait les marteaux de 6 et 12 livres, il trouvait l'octave. Ceux de 9 et 6 livres ou de 8 et 12 livres ensemble donnaient la quinte. 8 et 6 livres ou 12 et 9 livres formaient la quinte. Finalement, 9 livres avec 8 donnaient le ton. Les chantres se sont inspirés des signes grammaticaux et les ont adaptés pour décrire les mouvements des mélodies au 5e siècle. Même si les moines avaient une grande mémoire et que la transmission orale était importante, les chants ont commencé petit à petit à être transcrits à l'écrit au Moyen Âge. C'est donc vers le début du XIe siècle que les premières notations musicales sont apparues. Ces premiers signes musicaux, appelés neumes, indiquaient la direction des mouvements mélodiques. Au XIIe siècle, les moines vont changer leur façon de tailler les plumes, ce qui va donner des écritures plus épaisses. Les neumes vont donc se modifier jusqu'à donner la notation carrée, dont est issue celle que nous utilisons de nos jours. Les chantres ont inventé ces signes de notation musicale afin de faciliter la lecture et l'écriture. Malheureusement, cette notation avait un défaut. Les signes étaient positionnés à des hauteurs relatives, ce qui veut dire qu'il était difficile de complètement déchiffrer les partitions. Pour la perfectionner, les chantres se sont inspirés des Grecs et ont ajouté des nouveaux symboles. Ceci permettait de connaître précisément la position de chaque note, car chaque note était maintenant représentée par une lettre. Les notes étaient désignées par les lettres A, B, C, D, E, F, G majuscules, A, B, C, D, E, F, G, A, A minuscules. Cela correspond aux notes de La à La sur 2 octaves. Les musiciens médiévaux vont ensuite ajouter le Sol et lui donneront comme nom gamma, d'où le nom de gamme. Afin de se souvenir de tous ces noms de notes, le moine Guido Arezzo a inventé une méthode de solfège, la solmisation. Chaque lettre est tirée de la première syllabe d'une hymne connue de tous les chantres de l'époque. Vers les années 1520 à 1530, des hommes de lettres se sont inspirés de la poésie de Pétrarque et s'associent avec des compositeurs doués afin de créer un nouveau genre musical, le madrigal. Ce style de musique était réservé aux connaisseurs, aux aristocrates ou à des bourgeois cultivés. Le but de ces chansons était de susciter des émotions du public par n'importe quel moyen. Les chansons du XVe siècle sont restées fidèles à la tradition des siècles précédents sur certains points, mais un nouveau style fait son apparition, le franco-flamand. Les chansons mettaient en musique de la poésie courtoise basée sur des formes fixes, comme le rondeau, la ballade, le virelai et la bergette. Seuls les chanteurs qui avaient la voix supérieure avaient des paroles à chanter. 2 autres voix accompagnaient les instruments, les ténors et les contre-ténors. Au XVIe siècle, la chanson polyphonique, c'est-à-dire à plusieurs voix, est renouvelée en France. Josquin d'Espresse, qui était un compositeur emblématique de la Renaissance, a décidé de changer les anciens modèles et de les faire à sa façon. Au fur et à mesure qu'il composait, il se séparait des sujets de ses prédécesseurs tout en utilisant une technique de composition savante et élégante. Il a donc adopté une mélodie populaire qu'il a appelée « chanson rustique ». Dans ses chansons, le nombre de voix a augmenté progressivement jusqu'à atteindre 4, ce qui deviendra la norme. Malgré sa réputation, Henri VIII était un homme de goût qui aimait particulièrement les chansons de Taverner et de Ferrax. Il écrivait lui-même des bonnes chansons. On lui attribue même la création de la célèbre chanson Greensleeves,
qu'il aurait écrit en l'honneur d'Anne Boleyn, sa seconde femme. Les Britanniques ont aussi créé des genres musicaux typiquement anglais en s'inspirant des expressionnistes italiens. Thomas Morley, par exemple, a inventé le madrigal anglais, alors que John Dolan penchait du côté de la composition d'air. De plus, les artistes comédiens aimaient bien mélanger la danse et la musique scénique dans les pièces de Shakespeare. Les premiers pas de danse se sont développés dans les cours des princes italiens. Des maîtres à danser, comme Domenico da Piacenza, enseignaient aux nobles les bases de cet art. C'est surtout lors des bals que les aristocrates prenaient plaisir à danser. Il y avait toutefois certaines règles de base à respecter. Par exemple, en présence d'une dame, un gentleman ne devait pas faire de saut trop haut et devait faire la révérence. Les pas de danse étaient simples et élégants et permettaient donc à tous les danseurs d'être vus, quel que soit leur sexe. Un document a justement été écrit par Tuono Arpo, qui a décrit en détail les mouvements de danse à effectuer, l'orchésographie. Vers la fin du XVIe siècle, les comtes Giovanni Bardi et Jacopo Corsi ont tenté une nouvelle expérience, ressusciter la musique grecque. Ces alchimistes de la langue, après plusieurs essais, ont décidé de ne plus faire supporter le texte par plusieurs voix, mais par une seule. C'est la naissance de l'opéra. Même si l'opéra était déjà présent dans les cours depuis quelques siècles, c'est Monteverdi qui a eu l'honneur d'être le premier à exceller dans cet art. Son opéra, Orfeo, a justement été le premier de ce style. Créé en 1607, il était une symbiose parfaite entre le passé et les nouvelles idées. En Italie, au XVIe siècle, le luth était l'instrument roi. Il a longuement été reconnu pour ses adaptations instrumentales de polyphonie de la Renaissance. Néanmoins, il a perdu de la notoriété au XVIIe siècle au profit du clavier. Le clavecin et l'orgue sont devenus alors beaucoup plus populaires. Les Français avaient des goûts particuliers. Ils préféraient notamment les œuvres en français plutôt qu'en italien. Le nationalisme français a alors imposé des voix différentes de celles d'Italie dans l'opéra national. Le révolutionnaire Rameau a donc montré ces changements dans son opéra Platée. Dans la cour du roi, tout gentilhomme devait exceller en danse. C'est Louis XIV qui a donné une nouvelle dimension à la danse en jouant dans le ballet de la nuit. En tant que bon danseur, le roi a incarné le soleil devant beaucoup de nobles du royaume. En 1661, Louis XIV a fondé l'Académie royale de danse. La comédie-ballet est donc devenue de plus en plus populaire. Molière, qui était chargé de la partie comédie et chorégraphie, et Lully, qui s'occupait du côté musical, ont collaboré afin d'offrir une dizaine de comédies-ballets au roi. Cette alliance avait comme surnom les deux Jean-Baptiste. Lully a fait de l'opéra français un outil de propagande politique qui est très différent de l'opéra italien. Et même si d'autres compositeurs étaient intéressés par les opéras français, seul Lully avait le droit d'en composer. Un autre musicien qui a eu beaucoup d'influence dans la musique baroque est Jean-Sébastien Bach. Dès ses débuts, Bach a immédiatement été reconnu par sa musique. Dans plus de 1100 numéros, il a abordé tous les genres musicaux sauf l'opéra. Son génie était si grand que lorsqu'il prenait des risques, personne n'osait l'imiter. Sa mort a marqué la fin de la musique baroque, mais c'est après celle-ci que la musique a pris un tout autre tournant. On ne peut pas vraiment délimiter la période classique, cependant, on pense qu'elle a commencé à la mort de Bach et qu'elle a fini à la mort de Beethoven. C'est lors des années 1770 que la musique classique est devenue signifiante. C'est à ce moment que Haydn a fait ses premières œuvres et que Mozart a composé ses premières symphonies les plus célèbres. Beethoven naît en 1770 alors que la musique classique est déjà créée. Ses premières œuvres ont ressemblé à celles des autres compositeurs, mais il a vite changé de style. C'est surtout grâce à toute la sensibilité qu'il met dans ses pièces qu'il est devenu reconnu. Ses sonates pour piano et ses quatuors ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Avec la période classique, les grandes compositions étaient surtout réservées au piano et au violon. Les autres instruments se partageaient les autres œuvres plus petites. L'évolution des instruments a grandement participé au changement stylistique. Les instruments se sont regroupés de plus en plus pour former des ensembles. Les principaux ensembles étaient le quatuor à cordes et l'orchestre symphonique.
Au contraire de la musique baroque, la musique classique était axée sur la mélodie. Les instruments avaient la place principale dans ce nouveau style. La mélodie était toujours soutenue par un accompagnement instrumental qui devait cependant être discret. Au clavier, c'est la main droite qui avait la mélodie et la main gauche qui accompagnait. À l'orchestre, ce sont les instruments à cordes plus aigus qui faisaient la mélodie. Les partitions aussi sont devenues différentes. Elles avaient dorénavant plus d'indications précises concernant les nuances, les attaques de notes et le mouvement général. Dans la musique baroque, les changements de nuances étaient soudains. Dans la musique classique, les indications telles que crescendo, decrescendo, mezzo forte, pianissimo et fortissimo ont fait leur apparition. Les changements de nuances étaient donc devenus plus progressifs et augmentaient l'intensité. La coupure entre le baroque et le classique a été beaucoup plus nette que celle entre le classique et le romantique. En fait, la période romantique, qui est arrivée avec le début du 19e siècle, était le prolongement de la période classique. Dans les œuvres romantiques, les auteurs et les compositeurs se mettaient à nu. Ceux-ci racontaient des histoires où ils étaient leurs propres héros. Les poètes imaginaient un monde perdu, celui des contes et des légendes. Ils allaient même parfois jusqu'à retourner aux temps médiévaux. La liaison entre la musique et la littérature était incroyable. La littérature était l'essence même de la musique romantique. Elle était l'inspiration de tous les compositeurs. La musique était même reconnue pour être l'art pouvant le plus traduire les mystères de l'univers. Schubert, un compositeur romantique, a été reconnu à sa juste valeur qu'aux 3 dernières années de sa vie. Pourtant, il a consacré sa vie entière à la composition. C'est cependant l'un des grands qui a réussi à s'approprier la musique romantique entièrement. Frédéric Chopin, un autre compositeur extrêmement connu, était un enfant très imaginatif et précoce. Il a écrit d'ailleurs de nombreuses polonaises. Il a souvent été comparé à Mozart, qui, comme lui, a commencé la musique à un très jeune âge. C'est lors de son dernier concert qu'il s'est épuisé. Il est alors mort quelques mois plus tard à Paris. Le jazz est né vers la fin du 19e siècle et le début du 20e. C'est la communauté noire qui a créé les premiers sons dans les États du Sud des États-Unis. Ces personnes, qui ont été emmenées de force hors de leur pays pour devenir esclaves, tentaient de trouver des moyens pour survivre dans leurs très mauvaises conditions de vie. Pour se donner du courage, les esclaves inventaient des chants et faisaient différents rythmes qu'ils ont appelés work songs. L'un des plus grands musiciens de jazz est justement un membre de la communauté noire que tout le monde connaît très bien, Louis Armstrong. C'est dans les années 1950 que le rock naît. Ce style provient de nombreux autres genres musicaux comme le rhythm and blues, le country, le folk, le blues et bien d'autres. À l'époque où il a été créé, la population avait besoin d'une musique plus chaleureuse pour elle. C'est alors que le rock est devenu la manifestation de l'anticulture aux États-Unis. Des chanteurs tels que Elvis Presley, les Beatles ou encore Freddie Mercury du groupe Queen sont ceux qui ont fait le plus connaître la musique rock. Comme l'a fait le rock pendant les années 1950 et 1960, le disco a rapidement fait danser les jeunes en Amérique. Les discothèques se sont inscrites dans le mode de vie des jeunes et pour les étudiants américains et européens, elles étaient désormais incontournables. Le disco n'était plus seulement un style de musique ou de danse, mais est véritablement devenu un style vestimentaire à part entière, composé de paillettes et de couleurs vives. La musique populaire a débuté dans les années 20, mais c'est plutôt à partir des années 60 que ce terme a pris tout son sens. C'est surtout à partir des années 80, avec la découverte de Michael Jackson, que la pop est devenue spectaculaire. C'est notamment grâce à son grand talent qu'il est toujours surnommé le roi de la pop, avec ses célèbres pas de danse, chapeaux et gants blancs. Au contraire de ce que nous connaissons aujourd'hui, le rap, à ses débuts, n'avait pas de paroles à connotation politique ou militante. Le but des artistes de l'époque était surtout de donner envie de danser. C'est dans les années 80 que le rap a réellement commencé à avoir de l'influence. Dans tous les coins populaires de New York, des artistes chantaient leurs créations. C'est aussi grâce au hip-hop que ce genre musical est bien entré dans la vie des gens.